réflexion et continuera à le faire, participant ainsi à la construction du projet qui est le nôtre. J'ai également rencontré au cours de ces dernières semaines bon nombre de personnalités, d'administrations, de représentants d'organismes et d'associations diverses qui ont nourri ma réflexion. Après cette première phase de prise en main qui nous a permis, comme à chaque renouvellement, de mettre en route le processus décisionnel avec l'ensemble des désignations internes et externes, s'ouvre à présent une période de structuration des politiques publiques départementales. Nous sommes au travail depuis le premier jour, sans relâche, avec enthousiasme, volonté, ambition et détermination. Et je vous l'affirme ici et maintenant, avec force et conviction, j'ai un projet, nous avons un projet. Ce projet de mandat vous sera présenté dans le détail à la fin de l'année. Ce sera la matrice de nos choix, de nos priorités pour les années à venir. Lisible et partagé, compatible avec les enjeux budgétaires en réponse à nos responsabilités majeures, adossé à des enjeux de coopération multiples, adapté au nouveau contexte issu de la loi NOTRe, ce document sera notre feuille de route et notre base partenariale avec les autres collectivités, le tissu associatif, les opérateurs publics. Il sera au service du développement économique et social du Doubs dans son ensemble. Vous comprendrez aisément dans ce contexte notre décision d'abandonner le programme Doubs 2017 qui ne trouve pas sa place dans cette nouvelle dynamique. Nous allons entrer dans une période de définition de la programmation car en effet, la situation financière que nous allons rencontrer est bien différente de celle à laquelle nous nous attendions. Le projet politique qui nous a menés où nous sommes, grâce à l'approbation de la majorité des électeurs, ce projet politique, je vais le traduire en projet de mandat et en projet d'administration. Je vais mettre en place dès aujourd'hui un processus d'élaboration de ce référentiel de programmation qui ira jusqu'à la fin du mandat, qui, pour la première fois, je vous le rappelle, est de 6 ans et qui sera compatible avec la politique que nous voulons mettre en place. Ce processus devra, à ces différentes étapes, associer élus, partenaires, citoyens. Je compte sur l'administration, sous l'autorité du directeur général des services, pour contribuer, comme il se doit, à une proposition méthodologique et pour nourrir par ses connaissances et son expertise les différents chantiers qui seront engagés et proposés aux élus. Au-delà de ces considérations, il nous revient aujourd'hui de délibérer sur le compte administratif 2014 et la décision modificative numéro 1. Le compte administratif est le reflet de la gestion passée. Quant à la DMA, elle est une simple transition entre le budget voté et la perspective 2016. Force est de constater qu'il nous appartient d'assumer les orientations prises en début d'année, ainsi que les contraintes imposées de façon arbitraire par l'État en direction des collectivités locales. J'en veux pour preuve la manifestation de cette fin de semaine qui a rassemblé bon nombre d'élus mécontents. Concernant le compte administratif 2014, rappelons tout d'abord quelle était la situation du Doubs, mais aussi celle de tous les départements en 2013. Une situation d'extrême tension financière avec un taux d'épargne qui, pour la 3e année consécutive, baissait. Celui-ci se situait au plus bas dans l'histoire récente des départements, 11,9% en moyenne et même 9,7% pour le Doubs, contre 22,8% en 2004. Face à cette situation de crise profonde, l'État a procédé à des mesures. Ces mesures se sont traduites par le transfert du produit des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il percevait précédemment, mais également par la majoration du taux des droits de mutation de 3,8 à 4,5%, soit une évolution de 18,4% des frais à supporter par les acquéreurs de biens immobiliers. Elles ont également pris la forme d'un nouveau fonds spécifique de solidarité sur les droits de mutation. Les choix nationaux ont ainsi constitué à accroître encore la pression fiscale sur le citoyen à travers l'augmentation du taux des droits de mutation.
Ces choix accentuent la dépendance des départements à l'évolution des transactions immobilières dans une conjoncture qui n'est pas favorable malgré un signe de reprise du marché du neuf. J'y reviendrai dans le cadre de la présentation du projet de DM1. Au final, l'apport de recettes supplémentaires a atteint 21,3 millions d'euros et 17,8 millions d'euros en net, se traduisant par une amélioration à la même hauteur de l'épargne brute. Ce résultat est principalement dû à des facteurs ponctuellement favorables, à l'image du niveau de dépenses de viabilité hivernale très faible compte tenu des conditions météorologiques particulièrement clémentes. Les dépenses de viabilité hivernale en 2013 s'élevaient à 8 millions d'euros. Elles étaient seulement de 3,8 millions en 2014. Difficile d'être devin en matière de météorologie, mais il est vrai que ce contexte est rare dans notre région. Les exercices à venir risquent d'être bien différents, et l'exercice 2015, vu les conditions du premier trimestre, sera dans tous les cas nettement moins favorable que ce qui a été constaté en 2014. Grâce à cela, il en résulte donc un taux d'évolution limité des dépenses de fonctionnement de 1,3% du compte administratif. La situation financière de notre collectivité s'en trouve provisoirement améliorée, mais nous ne l'aurons pas. Cette situation est très ponctuelle. L'effort compensatoire de l'État en 2014, juste avant le renouvellement des assemblées départementales, n'est pas récurrent. L'avenir est plus qu'incertain. Les éléments structurels de déséquilibre des finances des départements persistent et doivent nous inquiéter. Il suffit de constater l'évolution forte des allocations RSA, plus 9,7% en 2014 et un niveau comparable sur l'année 2015, malgré les promesses du gouvernement de reprise de l'activité économique. Le montant des allocations versées sur les 5 premiers mois de l'année atteint ainsi 27,4 millions d'euros contre 25 millions sur les 5 mois précédents, soit une hausse de 9,7%. Les derniers chiffres du chômage publiés par le ministère du Travail relèvent une nouvelle hausse de 0,7% en avril, soit 26 200 demandeurs d'emploi en plus en un mois et plus 54 400 sur les 3 derniers mois. Force est de constater que le nombre de chômeurs a progressé de plus de 641 000 depuis le début du mandat du président et atteint aujourd'hui 5,3 millions. Tout ceci ne présage pas, vous en conviendrez, d'une amélioration rapide de la situation au titre du RSA. Chers collègues, nous devons faire preuve de lucidité. Les recettes évoluent à un rythme inférieur à l'inflation en 2014, plus 0,33%. Nous devons également faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Le compte administratif 2015 sera probablement différent, car le soutien spécifique apporté au titre des allocations individuelles de solidarité ne sera sans doute pas le même en 2015 qu'en 2014. Si l'on en croit les simulations nationales, ces recettes en 2015 devraient baisser pour ce qui est du soutien spécifique mis en place en 2014 par l'État. Elles connaîtront une baisse importante dans les 2 prochaines années, compte tenu de l'effort demandé par l'État aux départements pour participer au redressement des comptes publics. Sachez-le, le département constitue l'échelon de collectivité locale le plus touché par la baisse de la DGF. L'inscription complémentaire en DM1 par rapport à la diminution de la DGF en témoigne. J'y reviendrai plus précisément dans quelques instants. Nous devons faire face à des difficultés par une volonté déterminée de maîtrise budgétaire. Cette situation nous oblige à revoir notre politique de recrutement dans une organisation plus rationnelle en interne et avec nos nombreux partenaires dans une intelligence collective et concertée. J'insiste, nos partenaires doivent partager avec nous l'effort. On ne peut plus tout attendre du département et des contribuables. Ces derniers l'ont fortement exprimé au cours de la dernière campagne. Ils attendent beaucoup de nous à ce sujet. Je vous l'ai dit en préambule,
nos agents sont fiers de servir le département au plus proche de l'usager, avec compétence et dévouement. Ils savent que des efforts doivent être fournis pour contribuer à la réduction de la dette publique. Ils sont eux aussi des contribuables. Non seulement ils le savent, mais ils le vivent. Ils ont pu relever il y a quelques jours que le gouvernement poursuit inéluctablement sa politique de gel du point d'indice des fonctionnaires. Acteurs autant qu'agents, ils visent avec nous l'amélioration de notre organisation pour une meilleure efficience encore. Ils veulent comme nous que les préoccupations des doubistes trouvent des réponses. Ils savent nous proposer aussi des pistes d'économie qui seront inévitables sans pour autant dégrader la qualité du service public. Il nous faudra aussi en tenir compte au moment de la fixation des orientations budgétaires et de la construction du budget primitif 2016, tout en s'attachant à préserver les grandes orientations de notre projet politique. Je le rappelle, la priorité doit être de préserver un niveau d'investissement le plus fort possible pour soutenir le développement économique et l'emploi, et cela alors que tous les signaux sont au rouge. Tout cela m'amène à évoquer la DM1 de ce 15 juin 2015. Le projet de DM1 soumis au vote de l'Assemblée va dans le sens de la maîtrise budgétaire sur la base d'un budget qui n'est donc pas celui de la majorité. Cette DM1 est un simple réajustement qui répond à une triple préoccupation. Contenir le montant global des crédits de fonctionnement au niveau de celui voté au budget primitif, ajuster les recettes en fonction des notifications reçues des services de l'État en début d'année et s'assurer d'un taux de réalisation le plus élevé possible du budget d'investissement. Ce réajustement est opéré avec beaucoup de prudence. Il nous faut effectivement éviter tout dérapage. À titre d'exemple, les simulations opérées récemment laissent apparaître un risque de baisse drastique de la recette à attendre du Fonds de solidarité des départements, entre 1 à 1,7 million d'euros. Rappelons que ce fonds est destiné à soutenir les départements dans le financement des 3 allocations individuelles de solidarité. Comment comprendre une baisse si celle-ci se confirme alors que les allocations RSA augmentent sur la base d'un rythme de 10% depuis près de 18 mois? Autre exemple encore, qui doit nous interpeller. Les recettes liées aux droits de mutation encaissés sur les 5 premiers mois de 2015 progressent certes de 2,6 millions d'euros comparativement à l'encaissé des 5 premiers mois de 2014, puisque le département bénéficie en 2015 de l'augmentation du taux. Mais ceci demeure en recul de plus de 18% par rapport aux 5 derniers mois de 2014. Aussi, il est nécessaire de constituer une provision de 1 million d'euros en DM1 pour faire face aux incertitudes apparues au courant de ce premier trimestre sur ces 2 postes de recettes. Par ailleurs, cette DM1 intègre 500 000 euros supplémentaires pour la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Je n'y reviendrai pas car nous avons abordé la question avec Monsieur le Préfet. Il s'agit de réagir avec humanité à l'égard de ces mineurs, tout en dénonçant l'absence de remise en question de la part de l'État. Pour autant, je le réaffirme, il est indispensable que l'État prenne ses responsabilités. Cette DM1 intègre également de façon subie une enveloppe de 75 000 euros pour la mise en œuvre de la loi Peillon, confiant au département la compétence en matière de numérique éducatif. À compter de 2017, cette compétence devra être assumée pleinement par le département sans aucune contrepartie financière. L'État a trouvé en la matière une nouvelle source d'économie en faisant payer au département ce qu'il assumait depuis toujours à son niveau. La méthode est contestable et ce d'autant plus que les départements doivent faire face, je le rappelle, à une baisse drastique de la DGF. Celle-ci est d'ailleurs réajustée défavorablement dans le cadre du projet de DM1. La diminution de la prévision de DGF est de 496 385 euros, soit au final une diminution de 10,6% par rapport à 2014
au titre de l'effort national de redressement des comptes publics. C'est considérable. Ces éléments, tous défavorables, ne doivent pas nous détourner de nos objectifs. Servir nos concitoyens, répondre à leurs besoins dans les champs de compétences qui sont les nôtres, avoir avec eux des relations de proximité. Les doubistes qui nous ont fait confiance attendent de nous un langage de vérité et de bon sens. C'est pour cela que nous allons progresser ensemble et œuvrer pour l'avenir avec confiance et détermination. Les doubistes, je conclurai ainsi, ont du cœur, et le département, qui est le chef de file, si je puis dire, des solidarités, a le souci de l'ouverture. Il participe à des causes humanitaires qui touchent profondément le cœur des gens, même si elles ne concernent pas directement notre territoire. Cette DMA proposera donc une subvention de 10 000 € pour les sinistrés du Népal. Certes modeste, cette participation s'ajoutera à toutes celles solidaires qui donnent espoir aux populations en souffrance et auxquelles nous nous associons bien sincèrement et concrètement. Le Doubs reste fidèle à sa tradition de terre de solidarité à l'égard de ses habitants, mais également de ceux qui, plus éloignés, sont concernés par des circonstances tragiques. C'est dans cet état d'esprit de solidarité que nous poursuivrons avec confiance et conviction l'action déterminée du département. Tel est le sens de cette première session budgétaire pour la nouvelle majorité départementale. Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, les conseillers départementaux doivent rester confiants et déterminés. Notre Assemblée saura concrètement faire preuve d'innovation pour l'avenir. Le débat d'orientation budgétaire 2016 sera l'occasion d'en reparler. La collectivité est au travail, au service de tous les habitants du Doubs, dans un large champ de compétences départementales si utiles à notre vie quotidienne. Avant l'examen des rapports, je tiens à remercier l'ensemble des services pour la préparation de cette Assemblée. La qualité des rapports présentés en témoigne. Y a-t-il des demandes de parole maintenant ou nous passons directement à l'examen des rapports? Martine. Non, c'est là. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, la stabilité de nos actions doit primer. Nous ne souhaitons pas remettre en cause ce qui fonctionne. Faire table rase à chaque alternance n'est pas une politique et ne sera pas notre politique. C'est ce que vous annonciez, Madame la Présidente, lors de votre élection le 2 avril dernier. Cette déclaration est tenue. Nous pouvons doublement le vérifier à l'occasion de cette Assemblée consacrée aux comptes administratifs et à la première décision budgétaire modificative. Nous le vérifions à travers cette DM, j'y reviendrai, mais aussi autour des 5 priorités que vous déclinez dans l'éditorial du rapport d'activité que nous avons trouvé sur nos tables ce matin et qui rejoignent parfaitement ce que nous avons mis en œuvre au cours des 11 années où nous étions aux responsabilités. Même si vous venez de l'annoncer, pardon, excusez-moi. Même si vous venez l'annoncer, vous allez mettre un terme à août 2017 et c'est bien légitime. Vous amenderez le projet du département pour prendre en compte certaines réalités des évolutions réglementaires. Merci. Mais les 5 priorités que vous déclinez sont les solidarités actives. Chacun sait tout ce que nous avions fait dans ces directions par le passé. Vous annoncez comme deuxième priorité un aménagement territorial optimisé, que nous appelions équité entre les territoires et qui nous a permis d'accompagner nombre de projets, notamment le développement touristique de le Haut-Doubs, mais aussi beaucoup de projets liés au développement économique. Vous annoncez comme troisième priorité la mobilité des hommes et des idées, qui rejoint les budgets importants que nous avions consacrés aux routes et le schéma départemental d'aménagement numérique que nous avons conçu pour faire que le très haut débit soit partout présent jusqu'au plus profond de la ruralité qui caractérise notre département. Quatrième priorité, le bien-être, le bien-vivre et la citoyenneté, qui rappelle, je citerai 2 exemples, tous les dispositifs liés à l'amélioration de l'habitat, notre conseil de jeunes, et puis un troisième peut-être, la lutte contre les gaspillages et le plan énergie-climat. Et puis enfin un budget réaliste, ce qui me ramène au sujet de notre session d'aujourd'hui. Sans doute que la qualité de notre bilan,
tant dans les politiques que nous avons mises en œuvre que dans nos choix de gestion, ne laisse que peu d'espace pour décliner d'autres orientations, ce qui peut aussi expliquer que nous ne connaissions pas encore précisément votre projet. Vous le construisez, vous nous l'avez expliqué. À l'évidence, nous vous transmettons une collectivité départementale en état de marche. J'en veux pour preuve les dossiers qui sont soumis à notre séance d'aujourd'hui. D'abord, le rapport d'activité 2014 témoigne du respect des engagements pris dans notre projet d'août 2017 au travers de 2 ambitions, solidarité entre les hommes et entre les territoires. Et ce mot de solidarité dans votre bouche, que vous venez de répéter plusieurs fois, nous réconforte. Souvent département pilote, le Doubs a innové en permanence. Ainsi a-t-il été parmi les tout premiers à s'engager en faveur du très haut débit pour tous, et l'année 2014 était à cet égard emblématique puisqu'elle a consacré le démarrage des travaux de pose des premières fibres optiques. Madame la Présidente, vous rendez d'ailleurs hommage à l'action menée en y consacrant l'essentiel de votre éditorial de Vue du Doubs en juin. Autre politique structurante en matière d'infrastructure, les routes départementales. À cet égard, nous notons avec satisfaction, et c'est l'objet du rapport 501, l'avis favorable du commissaire enquêteur qui permet d'engager l'aménagement de la côte de Fuan tel que nous l'avions prévu. De même, 2014 a permis la poursuite de notre ambitieux programme de rénovation des collèges avec un établissement neuf, Loup-Blazer à Montbéliard, un autre totalement réhabilité, Proudhon à Besançon, tandis que nous posions la première pierre à Mout et que les travaux approchent de leur terme au collège de Vougeaucourt. L'année 2014 a également vu l'ouverture de 42 places d'hébergement pour personnes âgées à l'EHPAD de Descendants. Toujours pilote, le Doubs était le premier département à s'engager avec Pôle emploi pour expérimenter l'accompagnement global, à savoir social et professionnel, des demandeurs d'emploi en difficulté. Enfin, comment ne pas évoquer la reconnaissance par la Chambre régionale des comptes de notre politique en direction des personnes âgées. Le Doubs était en 2004 victime d'un sous-équipement en matière d'hébergement. Après avoir conduit un rattrapage sans précédent, création de 499 places et rénovation de 1273, nous avons renforcé le maintien à domicile. Ainsi, nous avons été le premier département à expérimenter les contrats d'objectifs et de moyens, les CEPOM. Cette nouvelle contractualisation a permis de mettre en place en pleine responsabilité les gestionnaires, tout en améliorant la qualité de la prise en charge des bénéficiaires. Un second rapport, celui de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, consacré à l'évaluation des expérimentations relatives à la tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile, reconnaît le rôle moteur joué par le Doubs. Permettez-moi d'en citer un extrait à la page 23. Par son rôle de préfigurateur de l'expérimentation, le département du Doubs en est devenu un actif promoteur. Le Conseil général du Doubs, ses élus et les responsables des services ont répondu aux nombreuses sollicitations des délégations de conseils généraux qui cherchaient des informations et parfois des conseils. Vous en conviendrez avec moi, nous avons construit un département qui protège, un département qui entreprend et un département qui assure l'avenir. Toute construction que nous avons faite en partenariat étroit avec les services. J'ai été en charge des ressources humaines, j'ai pu vérifier pendant les 3 dernières années, au moins dans ce rôle-là, la très forte implication des agents de la collectivité. Je tiens également à la saluer. Les observations de la Chambre témoignent de l'ambition qui nous a animés dans tous les domaines. Garantir le service rendu aux habitants, tout en veillant à maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Le terme « efficience » prend tout son sens pour qualifier notre gestion. Et en effet, si les services rendus à la population ont été fortement développés, si nous avons doté le département des équipements nécessaires à son développement et à son attractivité, nous l'avons fait avec une exigence, une gestion rigoureuse des deniers publics. À cet égard, et dans l'attente de l'audit financier que vous avez engagé, le compte administratif apporte d'ores et déjà des éléments objectifs sur notre gestion. Malgré le contexte contraint subi par les départements depuis plus d'une décennie, nous avons réussi à maintenir un budget équilibré sans augmenter la taxe sur le foncier bâti, tout en réduisant le taux d'endettement et en maintenant un niveau d'investissement le plus élevé possible. Si nous avons pu préserver nos grands équilibres, c'est bien grâce à une mise sous contrainte forte des dépenses de gestion. Ce compte administratif 2014 constitue un démenti aux contre-vérités entendues ou lues pendant le mois de mars.
Le Doubs est le moins endetté et le moins fiscalisé des 8 départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Cela constitue un solide point d'appui pour l'avenir. Nous y reviendrons sans doute lors de la discussion. Madame la Présidente, la plupart des dossiers soumis à cette session concernaient notre gestion, vous l'avez rappelé. Vous avez néanmoins fait preuve d'une grande objectivité dans leur écriture. Les présidents de commission ont présenté avec le même état d'esprit le compte administratif et la DM1. Nous vous en donnons acte. Vous aurez compris que c'est aussi ce souci d'objectivité qui a guidé mon intervention. Et je vous remercie de votre attention. Merci Martine. Y a-t-il d'autres interventions avant que nous passions à Claude Jeannerat? Merci Madame la Présidente. J'ai scrupule à intervenir après ces propos de fond qui viennent d'être tenus par Martine Voidet. Je ne veux pas, Madame la Présidente, rester avec vous sur un malentendu. Et je n'accepte pas la réponse que vous m'avez faite tout à l'heure en m'accusant de systématiquement vouloir vous donner des leçons. Je pense que les mots ont un sens et il faut se rapporter aux mots. Quand, Madame la Présidente, vous ai-je donné une leçon ici, dans cette Assemblée? Le jour de votre installation? Je n'en ai pas le souvenir. Plus tard, je ne suis jamais intervenu. C'est ma première intervention. Est-ce une leçon à donner que simplement dire, dans un partenariat avec l'État, nous sommes deux, et simplement, je rappelle que si ce partenariat a pu porter des fruits, eh bien, l'exécutif de l'époque en porte une responsabilité. Est-ce infamant que de rappeler cela? C'est de l'ordre des informations objectives. Vous savez, rendez-moi cette justice. Ici, comme président, dans cette Assemblée, je me suis toujours attaché à faire en sorte que les débats soient respectueux entre les personnes. Et je n'accepte pas ici que vous utilisiez des arguments ad hominem de cette nature. Je ne l'ai jamais fait. Donc, j'entends que l'atmosphère que moi-même j'avais contribué à construire se maintienne, c'est-à-dire qu'on puisse débattre, exprimer de temps en temps, ce n'est pas infamant, des désaccords, qu'on puisse donner un point de vue, dire par exemple, rappeler que oui, vous n'étiez pas d'accord avec les DMTO. Ah oui, c'est une réalité. En quoi est-ce donner une leçon? En quoi est-ce irrespectueux? Je crois qu'il faut ramener vraiment les choses à leur juste climat, faute de quoi il sera difficile ici d'engager des débats de manière franche et dans l'intérêt premier de ce territoire. Donc je vous demande vraiment, Madame la Présidente, de ne pas considérer un seul instant que je suis ici dans l'attitude de vouloir donner des leçons à quiconque, d'abord parce que ce n'est pas dans ma personnalité, vous le savez bien, ce n'est pas dans mon tempérament, je suis ici respectueux de chacun, je l'ai toujours été, et ça ne changera pas tant que je serai là, même si je suis là pour un très court instant. Donc, dans ce court instant, il n'est pas non plus complètement anormal que celui qui avait la responsabilité de conduire les destinées de cette collectivité puisse de temps en temps, sans que ce soit nullement infamant pour personne, qu'il puisse s'exprimer pour dire, en forme de témoignage, ce qu'étaient les choses du temps où il était président. Ça n'a que cette valeur-là. Et même si j'entends que vous êtes là pour préparer l'avenir, c'est bien le moins, puisque vous avez été élu pour ça par nos concitoyens, il n'est pas interdit, je le rappelle au passage, de regarder la réalité des choses qui s'est produite dans l'année précédente, surtout lorsque ce point est à l'ordre du jour. Ça peut avoir quelque utilité, figurez-vous, pour éclairer l'avenir, et je ne donne de leçons à personne. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas souhaité intervenir plus tôt ce matin en présence du préfet. En effet, par respect à vous tous, à l'Assemblée, par respect à vous, Madame la Présidente, et par respect à Monsieur le Préfet. Et c'est pourquoi l'intervention, je vais la faire maintenant. À Madame Voidet, vous nous faites une énumération des actions 2014, une liste qu'on peut lire facilement.
Et même, je dirais que l'on connaît par cœur, hein, si on s'intéresse à ce qui se passe au département, ce qui est mon cas. Voilà, comme l'a dit M. Marguet tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, mais pourquoi n'avez-vous donc pas été réélu à la présidence? Le groupe majoritaire souhaite, le groupe majorité de la droite et du centre souhaite insister sur les difficultés qui se présentent à lui dès cette première année de mandat, l'année 2015 qui fait suite de fait à l'année 2014, et rappeler le contexte actuel. Le département a vocation à répondre aux besoins des citoyens dans leur vie quotidienne grâce aux nombreuses missions qui lui reviennent. En héritage, la nouvelle Assemblée trouve un département qui s'est éloigné des citoyens. La proximité, rappelée par Monsieur le Préfet ce matin, nécessaire et indispensable, qui est notre priorité, prend toute sa dimension à l'heure de la fusion des régions. La grande région suscite une inquiétude auprès des citoyens et des élus. L'éloignement des décisions risque de gréver fortement la vocation première du service public. Par exemple, les conditions proposées à ce jour de gestion du transport scolaire par la région, hormis pour les personnes à mobilité réduite, semble-t-il. Pour l'année 2015, notre majorité travaille sur la base d'un budget qu'elle n'a pas établi, un budget irréaliste, en décalage avec les besoins sociaux. Nous devons aujourd'hui faire face à des contraintes non anticipées lors du mandat précédent, telles que l'accueil des mineurs étrangers en nombre, ou encore à l'application de la loi Peillon, avec l'équipement numérique des collèges. Ce qu'on peut appeler la taxe Peillon met en danger les collectivités, les communes déjà impactées par les rythmes scolaires, les transports scolaires méridiens, la gestion de l'informatique. Le gouvernement ne trouvera pas de solution avec le rectorat. Le coût de 75 000 € cette année sera ensuite de 150 000 € dès 2017 pour le département. Cela nous oblige aujourd'hui à adapter nos prévisions budgétaires. 3 évolutions viennent impacter les prévisions budgétaires. Premièrement, à propos des mineurs étrangers arrivant en grand nombre, 140 cette année, nous l'avons rappelé, le département se doit de les accompagner. Ceci pour un coût de 2,6 millions d'euros en 2015, non budgété. Et en plus, il y a la politique de l'État. Que fait l'État pour contenir ces flux migratoires? Sans politique migratoire adaptée, le nombre des mineurs à accueillir et dépendant du département ne cessera de s'accentuer. En matière de politique migratoire, ne faudrait-il pas sortir de cet angélisme? Deuxièmement, une part conséquente du budget est dédiée au RSA. Nous déplorons l'augmentation massive du chômage chaque jour et ainsi du nombre d'allocataires RSA sous le gouvernement que vous soutenez. Les Français se souviennent de la promesse forte du président de diminuer le chômage. Chacun sait qu'il n'en est rien. Plus 9,7% d'allocataires RSA aujourd'hui, ce qui impacte durement les politiques sociales. Vous avez évoqué tout à l'heure la mise en place de l'allocation solidarité par votre gouvernement en 2013. N'a-t-il pas été plus courageux par notre gouvernement et plus essentiel de s'assurer du maintien des retraites, évitant ainsi l'entrée dans la précarité des personnes âgées? Enfin, les dotations de l'État, insuffisantes et en constante diminution, mettent en grande difficulté le fonctionnement du département. La réduction de la dotation globale de fonctionnement se révèle plus importante que prévu. Dans la durée de votre projet d'août 2007, donc de 2014 à 2007, l'État diminue pendant ces années ses dotations de 30 millions d'euros. Votre projet était donc bien irréaliste, ne tenait pas compte de la politique nationale et de ses résultats désastreux en matière de chômage et de politique économique. Autre point, ce matin, vous avez évoqué la sécurité routière en parlant des radars tronçons, M. Genreau, mais qu'en est-il de la qualité du revêtement des routes et de la sécurisation des carrefours? Par toutes ces contraintes budgétaires que j'ai évoquées, notre inquiétude est grande et nous avons la nécessité de nous adapter à cette malheureuse évolution. Cela implique de nouvelles idées d'économie, petites ou grandes, et surtout de la créativité. Pour développer cette créativité, le groupe majorité procède à un état des lieux complet des politiques départementales, analyse les besoins de la population dans un souci constant de services de qualité aux citoyens et de proximité. Sur cette base, le groupe majorité mettra en place la politique définie dans son programme en tenant compte des contraintes budgétaires imposées par la précédente majorité. Les élus et les citoyens s'interrogent fortement sur la loi NOTRe. Qu'en est-il? Comment ajuster nos politiques territoriales sans ce cadre nouvellement imposé mais non structuré?
Comment l'État va-t-il intégrer les résultats des dernières élections départementales et sénatoriales, les électeurs ayant exprimé le refus de la politique mise en place depuis 2012? Enfin, la pression fiscale est majeure dans notre pays. Le groupe majorité s'est engagé à ne pas impacter les difficultés budgétaires sur les ménages. Il s'engage donc à faire de réelles économies de fonctionnement, à poursuivre l'investissement avec nos partenaires, avec un taux élevé de réalisation, afin d'atténuer les effets du chômage et offrir des infrastructures de qualité aux doubistes. Merci. Monsieur Marguet. Oui, merci. Juste, je veux rebondir, Président, vous découvrez des pointures. C'est intéressant le changement d'élu. Simplement, je voudrais rebondir sur les contre-vérités de notre chère Martine Ouadet, notamment concernant les infrastructures, puisque, effectivement, on a abandonné les grands projets et les programmations pluriannuelles, et puis confirmer que je reviendrai, Président, sur tout ce que vous avez dit dans le rapport de la Cour des comptes. Merci. Je vous propose de passer au rapport s'il n'y a plus d'intervention. Je vous rappelle donc que Françoise Branget a donné pouvoir à Philippe Alpi, Ludovic Sago à Michel Viennet et Gérard Galliot à Claude Dallaval. Alors, rapport 101. Alors, le rapport 101 traite d'un nouveau dispositif accompagné pour habiter. Dans le cadre du PDAL-HPD, le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, le département du Doubs a travaillé à une nouvelle façon de prendre en charge les personnes ou les familles en difficulté. Cette évolution s'inscrit dans une démarche partenariale avec l'État, les associations, les CCAS, les bailleurs sociaux, tous ceux qui œuvrent chacun dans leur domaine dans la politique logement. Ce nouveau dispositif s'appelle « Accompagner pour habiter ». L'objectif, c'est d'avoir une approche globale des situations et une approche globale des familles. Il s'agira en même temps que de les accompagner à trouver un logement, qu'un seul travailleur social s'occupe aussi de leurs autres difficultés. Jusqu'à présent, les actions étaient un peu segmentées, avec très souvent l'intervention de plusieurs travailleurs sociaux aux côtés d'une même famille. Nous le savons, pour trouver un emploi, il faut des conditions de logement suffisantes. Les dispositifs actuellement en place arrivent à bout de souffle et ont perdu de leur efficacité. L'approche globale de ces familles en difficulté vise à garantir une meilleure continuité et une meilleure cohérence des interventions, optimiser les financements, éviter les ruptures dans le parcours des personnes et simplifier les approches pour les ménages et les travailleurs sociaux. Pour être plus efficient, il faut faire évoluer les dispositifs. Il faut donc que l'ensemble des aides financières soient regroupées et pas avoir des aides du logement indépendamment des autres aides. Pour cela, il y a création de deux dispositifs d'offres et d'accompagnement. Le premier, c'est le logement durable accompagné, le LDA. Vous trouverez le détail en page 4. Il remplace la sous-location à bail glissant, dans lequel, en fait, les associations payent le loyer aux bailleurs à la place des ménages, le temps pour eux de pouvoir reprendre le bail à leur nom. Mais devant les difficultés économiques croissantes, elles avaient de plus en plus de mal à se faire payer, ce qui les mettait en difficulté. En 2014, nous avions 255 logements sur cette action et en réalisé seulement 130 logements. Le bail glisse donc de moins en moins, les bailleurs sociaux sont de plus en plus frileux aussi pour prendre ces personnes en location et les locataires restent dans les logements, font de plus en plus de dettes et les associations elles aussi s'endettent. Le nouveau dispositif prévoit donc des ménages qui seront locataires en titre,
une mobilisation des outils d'accompagnement et une coopération entre le bailleur qui accepte de louer directement au ménage et le travailleur social qui accompagne le ménage dans le cadre d'une mesure contractualisée. Cette action proposera l'accompagnement de 180 ménages. Ensuite, le deuxième point, c'est le logement temporaire accompagné, donc LTA. Ici, l'accompagnement social est financé par l'État, mais toujours pour assurer la continuité de l'accompagnement, un certain nombre de situations pourront être suivies par les services du département ou par des partenaires. Ça sera le cas, par exemple, pour les ménages qui sont déjà connus et suivis antérieurement. L'accompagnant a les compétences pour intervenir sur l'ensemble des problématiques du ménage, le logement, mais aussi la santé, l'emploi, etc. À la fin de son intervention, il organise les relais. L'objectif principal est d'éviter la juxtaposition d'intervenants qui est ressentie souvent par les usagers comme une rupture. La prise en charge sera variable dans sa durée et son intensité. Elle est estimée à 12 mois qui pourront être renouvelables. Le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les spécificités pour définir le type d'accompagnement sont détaillées en pages 6 et 7 du rapport. La conduite de ce dispositif se fera dans 2 instances. L'instance départementale de coordination de l'accompagnement, IDCA, qui traitera les demandes de logement durable accompagnées et les demandes d'ASLL et de MASP. Ses missions, c'est étudier les dossiers, apporter un soutien technique, assurer le suivi des situations individuelles. Son organisation est détaillée en page 8 du rapport. Et le deuxième service, c'est le service intégré d'accueil et d'orientation, le SIAO, dont Monsieur le Préfet a parlé tout à l'heure, qui traite, lui, les demandes d'entrée en logement temporaire. Il coordonne les acteurs de la veille sociale et relève de la compétence de l'État. Sa fonction a été déléguée au groupement de coopération sociale GCS 25, qui regroupe différents acteurs, des associations comme HDL 25, des CCAS, etc. Ces 2 instances sont en lien étroit pour faciliter le parcours des ménages du logement temporaire vers le logement durable. Le financement de ce dispositif conjugue les crédits du FSL, le Fonds de solidarité logement, à budget constant, et ceux de l'État pour financer désormais un accompagnement social et plus uniquement le surcoût de la gestion locative. Cet accompagnement nécessite 6 postes de travailleurs sociaux, 3 en interne et 3 en externe avec les partenaires. Le département a lancé un appel à projet qui est en cours. 2 structures ont répondu. Le GCS 25 dont je parlais tout à l'heure et le service d'entraide protestant. Les discussions avec ces groupements n'ont pas abouti à ce jour. C'est pourquoi on vous demande aujourd'hui dans la délibération d'approuver le dispositif accompagné pour habiter, de prendre acte de l'inadéquation des réponses proposées dans le cadre de l'appel à projet, et de reconduire en l'état pour 6 mois les conventions existantes, le temps justement de mener à bien le dialogue. Voilà, les conventions feront l'objet d'une présentation en commission permanente lors du dernier semestre. Monsieur Marguet, vous avez demandé la parole ? Oui, s'il vous plaît. En commission, on a eu un exposé de M. Cholet ou Choulet qui nous a expliqué le pourquoi du comment. Le sujet, c'était une mutualisation des moyens. Et ce qu'il dit, il faudrait 200 000 € en plus par rapport à 500 000 que ça coûte aujourd'hui. Donc moi, je vous mets en garde là-dessus parce qu'effectivement, vous restez au montant existant au départ. Madame Jacquemet, une réponse ? Oui, c'est justement pour ça que les conventions n'ont pas été signées,
parce que les discussions n'ont pas abouti. Effectivement, il y a une enveloppe qui est prévue. Les associations, pour l'instant, ne rentrent pas dans cette enveloppe, en tout cas, n'arrivent pas à accompagner ce dispositif dans l'enveloppe que souhaite mettre le département, d'où justement les discussions qui vont avoir lieu. Nous devons rencontrer les associations fin du mois pour réexpliquer le dispositif et voir justement à trouver des solutions. Plus de demande de parole, ça a été adopté à le rapport? Oui, rapport adopté à l'unanimité par la première commission. Est-ce qu'il l'est par l'Assemblée? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de suspendre la séance puisque nous avons rendez-vous pour le repas donc avec Monsieur le Préfet. Nous reprendrons à 14h30 et pour les élus de la majorité, rendez-vous à 14h à la salle de l'horloge.